Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu des Sureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Je reçois Dr. Élise Paradis, PhD en sociologie, chercheuse senior chez Google. Dans la première partie de l'entrevue, nous discutons d'une multitude de sujets relevant de la sociologie. Pour mon invité, la société est actuellement en état d'ébullition avec l'affrontement de tendances très opposées. Nous abordons également les raisons qui ont motivé Élise à quitter le milieu académique de Toronto pour rejoindre les rangs de Google en Californie. Mon invité me fait part des frustrations qui l'ont poussé vers cette décision en apparence surprenante. Dans la deuxième partie de l'entrevue, nous discutons du livre écrit par Élise, « Tailler sa place », un récit entrepreneurial inspirant sur la résilience et l'audace pendant la pandémie de COVID-19. Alors que le monde entier se met sur pause pour affronter la COVID-19, les frères Vincent et François Thériault, cousins d'Élise, sont tourmentés par des enjeux. La survie de leur entreprise sur mesure et le bien-être de leur famille. Élise a eu un accès privilégié à deux entrepreneurs exceptionnels qui ont su faire preuve d'imagination pour sauver leur entreprise et des vies en organisant l'importation massive d'équipements de protection médicale. J'ai adoré l'entretien avec Élise Paradis et je suis certain que vous serez également conquis. Bonne écoute. Élise, bonsoir, ou bonjour en fait. Oui, toujours de jour en Californie. Excellent. Alors, il y en a qui sont plus chanceux, mais bref, tu sauras me le dire tout à l'heure. Donc, merci. On a réussi à se rejoindre après plusieurs mois de délibération. On est comme des politiciens, donc écoute. Tellement occupé, tellement important. Dis-moi, donnes-tu souvent des entrevues ou des conférences en français ou avec ton travail? Non, c'est plutôt très rare. C'est plutôt rare. Je pense que c'est le deuxième podcast en français. OK. Mon français est un peu professionnel, est un peu rouillé. OK. Alors, on va voir comment ça va aller. Ah non, ben j'ai aucune inquiétude. Parfois, c'est parce qu'avec le travail, souvent, on a les termes anglais, puis... C'est justement. Exactement. Écoute, on est ensemble pour parler d'un livre que tu as écrit ou coécrit, tu sauras me le dire, qui s'appelle « Tailler sa place », un récit entrepreneurial inspirant sur la résilience et l'audace pendant la pandémie. Donc, un livre qui concerne l'aventure de tes deux cousins, les frères Thériault, donc que je connais incidemment, puisque la ville de Québec est une petite ville
Et ce sont les amis, peut-être que tu le sais, mais ce sont les amis d'un collègue à Québec. Donc, Ils sont idée. très bien connectés en vertu de Leur travail. business. Exactement. Ouais. Puis, ils avaient également collaboré aux activités de la Fondation du CHU de Québec lors d'une activité. Donc, j'en profite pour les remercier s'ils nous écoutent. Donc, mais avant de parler du livre, je voulais parler de toi, là, parce qu'évidemment, en faisant des recherches, je voyais un peu tes études, ton PhD en sociologie de l'éducation à Stanford. Donc, puis, je regardais ta description LinkedIn, puis tu te décrivais comme une communicatrice intrépide. Je trouvais qu'en anglais, c'était un petit peu mieux. J'aimais le fearless, donc qui est toujours prête à exprimer des opinions à contre-courant, étayées par des données. Alors, je me disais, cette description de ta personne, est-ce que ça peut être bon dans le domaine de l'éducation, moins bon dans le domaine des affaires, ou on peut transposer exactement la même personnalité du domaine universitaire au domaine des affaires? Je vais y aller de façon un peu historique. Je crois que la culture québécoise est un peu différente de la culture anglophone dominante. On s'en doute, mais on l'expérience aussi de façon réelle au quotidien. Quand j'ai quitté le Québec à l'âge de 20 ans, j'étais un peu plus abrupte, je croirais, parce qu'on a une culture d'influence française où le débat fait partie du quotidien à un niveau plus élevé que dans le milieu anglophone. Alors, il a fallu au cours des années que j'ajuste mon ton. Et aussi, il y a aussi l'arrogance de la jeunesse jusqu'à un certain point, mais je pense que de façon culturelle, au Québec, on est beaucoup plus confortable dans le débat, dans l'argument, dans les contradictions que dans le milieu anglophone en général. Donc, juste par exemple, parlant d'un de mes cousins, François, un certain prends un meeting avec lui et je porte un t-shirt très visible, plutôt bruyant, avec plein de couleurs, dominant jaune. Et il dit « Oh, aïe aïe! Aïe aïe! » Right? Moi, j'ai commencé à rire. Dans le milieu anglophone, on ne se dirait jamais de trucs comme ça. Donc, il y a un niveau culturel, je crois, que je dois noter. Mais en termes de personnalité, je suis une des personnes qui a vraiment jamais eu froid aux yeux à lever ma main et partager mon opinion. C'est quelque chose que mon père remarquait quand j'étais plus jeune. Pour moi, l'autorité, c'était toujours l'autorité de fait plutôt que l'autorité de position. Et ça fait que au cours de ma carrière, ça m'a servi plus ou moins bien. Je pense qu'en général, dans le milieu académique, on doit accumuler des données, on doit faire un cas en fonction de ce qu'on essaie d'argumenter. Mais moi, j'ai jamais vraiment eu peur de dire les choses comme je les vois, d'une façon qui n'est pas la majorité, ce que la majorité vit. Donc, en termes de psychologie, on parle de Big Five de personality, il y a 5 dimensions de la personnalité et une des composantes, c'est vraiment notre habilité à quel point c'est naturel d'aller à contre-courant. Et moi, je pense que je suis quelqu'un qui a une dominante de personnalité là où ça me fait très peu peur de prendre une position quand je crois que je l'ai donnée pour la soutenir. As-tu l'impression que ce type de personnalité, c'est moins bien accepté maintenant que ça pouvait l'être il y a 10 ans avec tous les débats qui entourent peut-être l'enjeu équité, diversité, inclusion, là, puis ce qu'on appelle le cancel culture. Là. Il y a des gens qui se retrouvent rapidement sur la sellette alors qu'ils parfois émettent des opinions qui, de l'extérieur, apparaissent quand même recevables. Absolument. Je pense que c'est un fait réel et c'est quelque chose que moi, je ne suis plus une personnalité publique. Quand j'étais professeur à l'Université de Toronto, c'était plus ça parce qu'au quotidien, j'interagissais avec 240 étudiants. Et j'avais un poste de statut qui me donnait une certaine autorité intellectuelle. Alors, j'avais beaucoup plus peur à ce moment-là.
que maintenant. Si je me fais canceller, il n'y a personne qui ça ne changera pas ma vie. OK. Mais en tant que professeur intellectuel public, c'est très différent et je pense que ça a changé. Mm-hmm. C'est vraiment très intéressant, je pense, au niveau de l'évolution de la pensée dans ce domaine-là. Parce que moi, je me souviens, en 2006, j'ai commencé mon doctorat à Stanford en 2006, et j'étais répulsée par le fait qu'il n'y avait rien sur les différences de genre en éducation au curriculum dans l'école de Stanford. OK. Il n'y avait pas un seul cours qui mentionnait les différences de genre en éducation. Et moi, j'avais joint un superviseur de thèse qui faisait de la recherche sur les différences de genre au niveau international sur les opportunités éducatives et tout. Mais il n'y avait aucun cours et je m'étais plainte et on m'avait dit si c'est pas toi, qui le fera? OK. Alors, je m'étais lancée avec un collègue pour lancer le premier cours sur le sujet dans l'éducation, dans notre faculté d'éducation à Stanford. Mais en 2006, ce n'était pas un discours. Et maintenant, je pense que c'est impossible d'obtenir un emploi comme professeur dans une faculté en Amérique du Nord sans avoir un diversity statement, right? OK. Une note où on discute de l'importance de l'équité et de la diversité, de nos pratiques éducatives pour améliorer l'équité et la diversité dans nos cours, l'inclusion dans nos cours. Mais c'était quelque chose qui a maintenant presque 20 ans, n'existait même pas dans le conceptuel. Fait que c'est tout un changement. J'essaie toujours d'avoir ces conversations difficiles. Mm-hmm. Je les ai rarement, comme je disais, en public maintenant. Je suis plutôt dans le privé et j'utilise mes outils sociologiques pour avoir ce type de conversation. Oui. Mais je les avais, entre autres, dans mes cours à l'Université de Toronto. Mais c'était... Si ça vous intéresse d'en apprendre plus, si ça t'intéresse d'en apprendre plus, on en parle, mais ça fait déjà un bout que je me lance là-dessus. Penses-tu que les gens adhèrent parfois à ces principes d'équité, de diversité, inclusion, un peu par obligation plutôt que par conviction pour maintenir une position, obtenir un poste ou autre? Puis je rejoins un petit peu un article que tu as écrit, que je lisais sur justement le safety checklist en salle d'opération, où les infirmières adhèrent au processus, remplissent les documents pour éviter des ennuis, plutôt peut-être que pour la nature même du processus. Donc... Oui. La sociologie comme science sociale, c'est l'étude de la tension entre la volonté individuelle et les structures supra-individuelles. Alors, ce qui m'intéresse comme personne très éduquée, trop éduquée, on dirait, le dirait certains, c'est vraiment cette tension-là entre ce que l'individu veut, ses croyances, ses convictions, ses motivations, sa vision du monde, etc., et ce que la société, ce que ces organisations, ces organisations, sa famille, son milieu de travail, etc., donnent comme mandat de penser. Et pour moi, ça a toujours été un moment de rébellion. Quand quelqu'un me dit comment penser, ça m'horripile. Right? Mais la majorité des gens n'ont pas cette tendance à rejeter le consensus. Ils imitent le consensus. Ils s'inspirent du milieu culturel, social, de leur famille, de l'Église, etc., pour ajuster leurs valeurs. Et quand toutes ces institutions changent, les valeurs changent au moins en partie, de façon plus ou moins superficielle. Et je crois qu'on est dans un moment où on a un retour le pendule va d'un extrême à un autre. Okay. Avec la croissance d'une droite type Donald Trump, transigeante,
homophobes, xénophobiques, etc., il y a un retour du pendule vers des valeurs plus inclusives et il y a un conflit de société majeur présentement en cours autour de valeurs profondes de ce que devrait être une société libérale moderne. Mhm. Est-ce qu'on retourne à une dictature des hommes forts qui sont c'est quoi en français? Suprémacistes blancs? Mhm. Ou est-ce qu'on continue à pousser vers des valeurs d'inclusion, de diversité, de cosmopolisme? Mhm. C'est un moment d'ébullition et ça a des manifestations dans les individus qui essaient d'ajuster leur compas interne ou non, qui réagissent, Mhm. mais aussi dans les discours sociaux, les politiques, nos processus, donc ce diversity statement Mhm. qu'on doit écrire pour avoir un poste dans une université nord-américaine et des trucs de genre. Ce sont tous des manifestations d'un changement culturel. Moi, j'ai confiance qu'il y a des hauts et des bas dans ces discours-ci. On n'a pas nécessairement la fin de l'histoire, mais on se dirige vers un nouveau statu quo qui, j'espère, va être plus équitable que ce qu'on nous propose les hommes forts. Mhm. Mais c'est toujours un débat de société majeur. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une deuxième année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Mais disons que je serais l'homme fort, là, disons. Mais le problème, je trouve, parfois, c'est qu'on a seulement 2 choix, là. Donc, oui, absolument. Puis alors que c'est des choses beaucoup plus subtiles, selon moi. Donc, moi, les dérives de la droite, ça n'a pas aucun sens. Mais les dérives de la gauche non plus. Non plus. Et Puis souvent, on a seulement 2 choix, surtout dans ton pays. Peut-être plus que le mien. Là. Ici, on a quand même quelques autres choix, mais chez vous, c'est vraiment c'est dichotomique. Oui. Est-ce que un outil intellectuel qui m'a aidé à comprendre le moment actuel un peu, c'est de penser au-delà de la droite et de la gauche et penser à un autre axe. Donc, l'horizontal, on aurait la droite et la gauche. Mm-hmm. Et ensuite, on aurait un horizontal collectiviste autoritaire. Et on est dans un moment autoritaire présentement, à la fois à la droite et à la gauche. Il y a des rebalancements possibles selon les 2 axes. Mm-hmm. Mais dans le moment présent, on a vraiment des tendances autoritaires qui forcent un conformisme intellectuel qui est très inconfortable pour les gens qui sont ni l'une ni l'autre des extrêmes. Mm-hmm. Les 2 options nous forcent à penser selon l'orthodoxie dominante. Mm-hmm. Ni l'une ni l'autre ne satisfait la pensée plus subtile. Mm-hmm. Dis-moi, rapidement, juste pour que je comprenne bien, là, quand on définit la sociologie, si on étudie une personne seule dans la jungle, on ne peut pas faire d'études sociologiques, ou ça prend des relations entre les personnes, parce que je connais peu de choses à ton domaine, là, donc... Donc, il y a différentes branches de la sociologie qui ont différentes altitudes. OK. Donc, il y a je pense que le moment fondateur de la sociologie, c'est cette tension-là entre la volonté individuelle et les structures définies comme leur famille, etc.
right? Mais il y a aussi un niveau d'analyse, une unité d'analyse qui varie. Donc, il y a certains sociologues qui s'intéressent à l'individu. On les appelle des micro-sociologists, OK. qui essaient de comprendre, on dit un sous-domaine, ce serait la social psychology. Donc, comment est-ce qu'un individu interprète un stimulus interpersonnel? On pourrait faire une étude à ce niveau-là. Mhm. Il y a des interactionnistes qui utilisent des méthodes d'observation, par exemple, pour évaluer la dynamique entre deux personnes ou dans un groupe. Et leur unité d'analyse, ça serait la relation. Il y a des sociologues qui étudient la famille, qui étudient l'Église. Il y a des sociologues qui étudient, comme moi, dans mon domaine précédent, les soins de santé. Mhm. Right? Et en étudiant les soins de santé, on peut faire de la recherche sur les individus et leurs perspectives. On peut faire de la recherche sur les individus, leurs relations interpersonnelles. On peut étudier la relation entre l'individu et l'organisation, la loi. Right? Il y a plusieurs niveaux d'analyse qui sont possibles en sociologie. Qui sont vraiment autour de cette tension entre l'individu et la société. OK. Tu faisais référence à ton travail dans le domaine de la santé, puis en regardant un peu tes travaux, c'est pas la première fois, mais c'est une fois de plus. Donc, la beauté du podcast, c'est que je rencontre des personnes comme toi. Bon, parfait, c'est extraordinaire. Mais là, je me dis, tu fais des recherches en santé, tu fais des recherches sur la liste de vérification préopératoire, là, ce qu'on appelle Surgery Safety Checklist, disons, où on pourrait avoir plusieurs noms. Puis, je n'ai jamais su que des sociologues s'intéressaient à ce processus-là. Puis, j'ai écouté une autre de tes conférences où tu parlais un peu de l'enjeu, peut-être des doctorats ou des PhD qui se parlent entre eux, mais long préambule pour demander les recherches que tu fais, est-ce que l'on veut que les résultats de ces études-là descendent jusqu'au niveau du plancher des vaches, comme on dit en beau québécois, où moi je suis? Ou c'est quoi comment faire percoler ça vers les rangs inférieurs? Et même, est-ce que c'est pertinent de faire descendre les résultats de tes études vers tes sujets d'études, finalement, à certains égards? Moi, je le croyais de façon profonde quand j'étais dans le milieu académique. Le CIHR, c'est quoi en français? C'est les ressources humaines? L'Institut de recherche en soins de santé, CIHR, Canadian Institute for Health Research, right? Oui, donc j'obtenais du financement de CIHR, entre autres, parce que mon approche à la recherche était d'impliquer des cliniciens, des médecins, d'autres chercheurs, des infirmières, des pharmaciens qui faisaient la recherche avec moi et étaient garants des résultats et de l'intégration des résultats dans leur pratique locale. Mm-hmm. Donc, dans le cas de la première recherche en soins de santé que j'ai fait, c'était en 2012 aux soins intensifs. Et l'hôpital avec lequel je travaillais avait changé certaines procédures liées en fonction des résultats de cette recherche-là. En termes de la Surgical Safety Checklist, on travaillait avec plusieurs hôpitaux et des personnes haut placées dans la hiérarchie hospitalière locale afin d'intégrer nos résultats dans leur processus d'évaluation de la Surgical Safety Checklist. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment un processus de traduction de la connaissance avec des cliniciens en position d'autorité et des cliniciens de première ligne afin qu'ils puissent apprendre du processus de recherche, mais aussi des constats de nos résultats afin d'améliorer les soins de santé. Mais tu le sauras bien, et l'autre personne dans le milieu de la santé le savent aussi, ça prend 10 ans pour qu'une connaissance publiée, une connaissance de haute qualité publiée dans un journal réputable soit éventuellement traduite en pratique hospitalière, que ce soit l'insertion de lignes centrales ou l'utilisation du pulse oximeter. Il y a plusieurs niveaux de barrières et c'est un défi
majeur. Alors, comment on fait ça de façon systématique? C'est très, très difficile. Il y a trop de connaissances, trop de gens impliqués, trop de bruit. La façon que moi j'avais trouvé la plus utile, c'était de m'allier aux cliniciens afin qu'ils fassent le travail de traduction de la connaissance pour qu'on puisse améliorer les pratiques locales. Ça, si les cliniciens sont ouverts au changement. Donc, il y avait déjà eu un sondage dans le Journal canadien de chirurgie il y a plusieurs années, là, ça fait longtemps, là, peut-être 20 ans. C'était How Evidence-Based Are General Surgeons, puis les résultats étaient épouvantables. Donc, pour des données vraiment très claires dans la littérature, il n'y avait aucune adhérence au standard. Donc, ça, c'est après 10 ans. C'est très, très difficile. Et c'est je me souviens plus exactement de la citation. Ça fait 5 ans que j'ai quitté le milieu académique. Alors, mon cerveau est rouillé dans ces dimensions. Mais la majorité des cliniciens croient que ce qu'ils ont appris à l'école est toujours la meilleure base de connaissances à partir de laquelle. OK. Alors, si votre chirurgien a 40 ans, ça fait 10 ans qu'ils sont sortis de leurs études, 50, ça fait 20 ans, 60, ça fait 30, et ils considèrent toujours cette base de données comme le edge. La base de connaissances autoritaire. La façon dont on essaie, moi j'essayais toujours, c'était de créer des processus que je disais human proof, qui sont les preuves des humains. Et initialement, la promesse de la Surgical Safety Checklist, c'était exactement ça. C'était d'ajouter un outil au répertoire des équipes de soins chirurgicaux afin qu'ils puissent pallier leur mémoire, s'assurer qu'ils utilisent les données les plus récentes pour utiliser les meilleures les meilleures pratiques possibles. Et ce qu'on a démontré dans notre recherche, c'est qu'on est toujours très loin de pouvoir confirmer que c'est bien le cas. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Tu travailles maintenant chez Google. J'ai entendu un peu une des raisons de ton transfert, peut-être l'insatisfaction justement dans le réseau de la santé là, par rapport à un peu ce dont tu viens de parler à certains égards ou C'était moins le milieu de santé, plus le milieu académique. OK. Comme tel. Malheureusement, les humains ne sont pas à leur meilleur quand ils voient les ressources s'éroder et la taille du gâteau à partager devenir de plus en plus petit. Et je crois que le milieu académique est dans cette situation où on a définancé le milieu académique de façon systématique pendant 50 ans. Et c'est un endroit où c'est vraiment très difficile d'avoir
succès, de l'avancement, de prendre de bonnes décisions, de vivre de façon éthique et tout, parce qu'on est contraint par des ressources qui sont de plus en plus maigres. OK. Ouais. As-tu été un peu jugé par tes pairs, là, un, tu quittes le milieu académique, et deux, tu t'en vas dans une organisation là, qui fait partie des GAFA, là, donc as-tu eu un petit peu de cancel culture, justement, à certains égards? Ou... Non, pas que je sache. Les gens étaient vraiment très surpris parce que ma carrière académique allait très, très bien. J'avais aucun problème de succès. Tout allait très bien. J'allais avoir ma permanence dans 1 an après avoir quitté quelque chose du genre. Ça allait très bien. Mais honnêtement, au quotidien, je vivais tellement de débats éthiques profonds que c'était, pour quelqu'un d'aussi sensible que moi, c'était vraiment très, très difficile de faire confortable. Juste un exemple, j'avais plusieurs étudiants qui terminaient leur doctorat après entre 8 et 10 ans d'études. Et elles étaient toutes des femmes, ne se trouvaient pas d'emploi en sortant du doctorat. Et pour moi, ça me brisait le cœur. C'était des femmes très accomplies, des mères de famille, certaines mères de famille monoparentales qui avaient dédié 10 ans de leur vie à la recherche et à la connaissance. Et l'emploi qui se faisait offrir en sortant d'un doctorat était de moins bonne qualité et moins payant que ce qu'ils avaient en entrant dans mon programme de doctorat. Évidemment, je n'étais pas responsable. C'est des étudiantes qui s'étaient jointes à mon labo quand elles étaient déjà, disons, à mi-chemin dans leur carrière. Et même à ça, ce sont des problèmes structurels. Et il y a beaucoup trop de gradués, trop peu d'emplois. Moins de 5% des graduants d'un doctorat vont obtenir un job de prof. Et ça fait un système vraiment très toxique où il n'y a pas d'emploi, il y a des emplois sous-payés. Et c'est ça. Alors, juste à ce niveau-là, c'est très difficile pour moi de continuer à contribuer d'autres étudiants et étudiantes à un système qui ne pouvait pas les absorber. Et pour qui ma promotion, mon succès était lié à la surproduction d'une catégorie de personnes qui n'allaient pas nécessairement avoir leurs compétences reconnues. Alors, pour moi, ça, c'était un des exemples parmi plusieurs qui faisait que c'était très difficile pour moi de continuer comme professeur. Si les gens étaient très curieux, évidemment, parce que la majorité des académiciens n'ont pas eu d'expérience, à moins qu'ils soient en sciences informatiques, ils n'ont pas eu d'expérience avec des compagnies comme Facebook ou Google. Et les gens me posaient des questions du genre, est-ce que ça ne te blesse pas de penser aux conséquences éthiques de ton travail, de ce que tu fais sur la santé mentale des gens, etc. Et pour être honnête, je n'ai pas eu en 5 ans de carrière en technologie le type de débat éthique, de major turmoil que j'avais presque de façon mensuelle au milieu académique. C'était... ma situation est un peu différente de la majorité des employés de ces compagnies parce que je me suis lancée dans l'étude des ingénieurs logiciels internes, surtout. Alors, j'étudie les employés de Facebook, mais présentement de Google, qui créent des logiciels pour Google. Alors, mon emploi depuis les 5 dernières années, c'est d'améliorer la qualité de vie et la qualité des produits qu'on offre aux informaticiens, aux ingénieurs logiciels qui travaillent pour Google ou Facebook dans le passé. Alors, pour moi, je continue à améliorer la vie des gens dans un milieu de travail. Donc, il y a une continuité entre mon travail académique et mon travail actuel. Et pour moi, il y a très peu de problèmes éthiques là. Je les aide à coder plus rapidement, à être
moins en détresse quand ils ont à interagir avec un système qui réagit mal. Présentement, je travaille en intelligence artificielle. Donc, je suis toujours en train d'apprendre des nouveaux domaines et j'aide, comme avant, les gens à améliorer leurs conditions de vie au travail. Avant de passer au livre Tailler sa place, je prends une question de recul. Quand tu parlais, il y a trop de diplomation, il y a trop d'étudiants qui accèdent à des postes de maîtrise ou doctorat. Je me fais la réflexion depuis plusieurs années que c'est en raison notamment du fait que dans nos sociétés, on accorde très peu de valeur aux métiers manuels, techniques, où il y a beaucoup de modèles familiaux où les enfants doivent aller à l'université. Ensuite, les universités ont beaucoup de programmes qui sont non contingentés. Où on présume que c'est pas pertinent de contingenter, alors on admet un paquet de gens dans ces programmes-là, puis ces gens-là, finalement, développent des aspirations, des rêves, des projets d'avenir. Puis ensuite, c'est un petit peu une business aussi, les universités. Pour moi, c'est le facteur Donc, dominant. on crée notre propre malheur un peu avec ça. Là, puis, c'est drôle parce que je me suis fait j'étais en interaction avec un patient récemment, puis qui me contait qu'il travaille dans une raffinerie ici en banlieue de Québec, à Lévis, puis il me parlait de ses conditions de travail, puis de la rémunération, là, puis je t'écoutais parler des salaires de tes PhD, là, puis je t'ai dit que je pense qu'on rentrait peut-être 3 ou 4 salaires de PhD dans son salaire, là. Puis cette personne-là, elle avait l'air très contente, là, je veux dire, puis c'est un métier qui est hyper utile aussi. Oui, absolument. Il y a certaines économies avancées qui ont décidé d'investir dans le high-end manufacturing, right? Donc, les métiers de pointe, on pense à l'Allemagne, par exemple, qui a une économie très avancée, qui offre des carrières plus appliquées en recherche pratique qui permettent aux entreprises allemandes d'être at the cutting edge. La technologie. La même chose à Hong Kong, les fabriques de computer chips, right? Et je suis désolée, mon franglais. C'est parfait. C'est parfait. C'est tellement rouillé. On pense aussi à la Corée, au Japon. Donc, il y a des modèles où, plutôt que de pivoter vers les services, comme les économies nord-américaines ont fait, ils ont pivoté vers des carrières, des métiers pratiques, la recherche appliquée qui offrent une plus-value et une qualité de vie beaucoup meilleure qu'une personne qui sert chez McDonald's, right? Et malheureusement, comme on a des... Et moi, j'adore les sciences sociales et les humanities, right? Mon premier diplôme, c'est en histoire de la science. J'ai un doctorat en sociologie. Donc, je crois vraiment en ce type de connaissances. Mais on doit baser ça sur une économie réelle et on n'a pas vraiment d'économie réelle. La majorité des revenus des grandes corporations actuelles, c'est des revenus de vente de produits, des ads, de la publicité. Ce qui fait rouler l'économie, c'est la publicité vers des produits, des trucs qui valent 5 $ et qu'on met à la poubelle après 2 semaines. Ça me préoccupe vraiment, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise. En termes de l'université comme une business, ça c'est certain. Mon superviseur de thèse avait écrit plusieurs articles sur la transformation de l'université vers une vision d'un acteur corporatif plutôt qu'un milieu d'éducation supérieure. Donc, la logique dominante de l'université a changé au cours depuis 1970, autour de l'année 2000, et maintenant, ce qu'on a, ce sont des acteurs corporatifs optimisés par des gens avec des business degrees qui veulent maximiser les profits et réduire les dépenses. Et on coupe dans ce qui coûte cher, et ce qui coûte cher, c'est souvent les humains qui permettraient l'apprentissage et qui pourrait avoir une approche plus proche à nos étudiants.
On investit dans les dortoirs et on investit dans les plates-bandes et on coupe les humains. Alors, ce sont des gros problèmes de société. Et en même temps, les universités publiques au Canada, on les a définancées, la même chose aux États-Unis. Donc, il y a de moins en moins d'argent. On veut éduquer de plus en plus de personnes et on veut avoir seulement des personnes qui enseignent, qui sont des contracteurs, qui sont engagés semestre par semestre et qui ont des conditions de travail horribles. Mm-hmm. C'est une transformation une dévalorisation du travail intellectuel de pointe et une valorisation de la logique de marché qui nous détache d'une contribution plus pure à la connaissance et à l'éducation des jeunes. Ça explique d'autant plus ton passage dans le privé. Alors, après cette introduction hyper intéressante, on tombe dans le bouquin, donc l'histoire des frères Thériault, Vincent et François, qui ont failli tout perdre durant la pandémie, puis en fait, qui ont finalement gagné le gros lot. Là. Je présume que c'est privé, là, c'est du domaine privé, mais je pense qu'ils ont importé comme pour 250 millions de dollars de masques. Donc, je présume que ça a renfloué le compte de banque. Donc, on va en parler un petit peu là, de l'histoire, mais je me disais, d'où vient l'origine du livre ou l'idée? C'est ton idée, c'est leur idée ou vous avez fait ça comment? Oui, donc au début de la pandémie, j'ai dû retourner au Canada pendant 3 mois entre 2 contrats avec Facebook pour des raisons de visa. Et j'ai rencontré François à Vancouver alors que j'y étais et que lui passait aussi. Et il m'a dit, oh mon Dieu, tu croiras pas ce qui s'est passé. On est quelle date à peu près, juste? Donc, c'était en l'été 2020. L'été 2020. OK, donc c'est déjà très avancé dans le processus. Là, oui, parce que ça a commencé en mars. Là, donc, OK. Absolument. Donc, l'été 2020. Mm-hmm. Tu croiras pas, tu croiras pas. Là, on prend notre café, on s'assoit, tu devines. Moi, j'ai aucune idée. Mais je sentais que c'était gros. Alors, il commence à me raconter l'histoire. Je dis, François, il faut absolument que tu écrives ça. Absolument que tu écrives ça. François, il a commencé à rire. Il dit, Élise, tu sais que je ne suis pas capable d'écrire une seule phrase. OK. Alors, je l'ai regardé, j'ai dit, François, tu sais qui est-ce qui peut écrire bien des phrases? Alors, on a bien ri. J'ai dit, moi, ça me ferait plaisir de t'aider, d'aider Vincent et Catherine à écrire le livre si ça vous intéresse. Alors, on en parle un peu de ce que ça voudrait dire. Ça impliquait, oui, c'est ça. Oui, et on a jasé avec Vincent et Catherine aussi pour parler de la logistique et tout. Et on s'est tous mis d'accord que c'était une bonne idée. Consulter Jen, aussi la femme de François. Et tout le monde s'est mis d'accord qu'on allait travailler là-dessus ensemble. Alors, j'ai passé une semaine avec les familles à Québec. OK. Dans l'été de juillet 2020. C'est 2020 ou 2021? Oh mon Dieu, il faudrait que je regarde mes dates. 2020. Ben, d'après moi, 2021, tu aurais déjà été au courant. Là. Je veux dire, ça faisait presque 15 mois. Donc, Oui. Ça devait être 2020, je suis désolée. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, c'était 2020. OK, parfait. Moment de sénilité. Alors, on s'est mis d'accord que j'allais faire ça. Donc, j'ai fait ma collecte de données, j'ai parlé à Jen, à Catherine, à Vincent, à François, j'ai parlé à leurs employés, parlé à Vanessa en Chine, fait toute ma collecte de données pendant cette semaine-là, enregistré le tout, transformer mes notes. Je suis une experte à ce genre de travail parce que c'était mon emploi pendant presque 15 ans. Okay. Alors, fait une collecte de données rapide et j'ai commencé à faire un brouillon et je leur envoyais un chapitre à la fois. OK. Alors, donc, c'est plus la PhD qui a écrit le livre que la cousine. Là, donc, c'est la... Est-ce qu'on peut sortir la PhD de la cousine? Les cousins okay. te diraient...
Mais ce n'est pas, c'était une expérience d'écriture totalement différente de tout ce que j'avais fait par le passé. Parce qu'un des problèmes que j'ai découvert, moi, j'ai toujours adoré écrire. Écrire, pour moi, c'est facile, c'est plaisant, c'est pas un défi. Je suis quelqu'un qui adore écrire. Si je pouvais écrire 100% du temps, c'est ce que je ferais de mon temps. OK. Ce qui était tellement différent avec cette expérience, c'était que pour la première fois de ma vie, je n'écrivais pas selon ma perspective. Dans le milieu académique, on écrit d'une perspective un peu plus abstraite, omnisciente, omnipotente, c'était tout le temps mes idées que je devais mettre de l'avant. Tandis que dans ce livre, c'est vraiment l'histoire de François et Vincent et Catherine et Jean que je raconte pour eux. Alors, ça m'a enlevé tellement de pression de devoir avoir une opinion fraîche ou de sonner intelligente. J'étais leur véhicule pour raconter leur histoire. Et ça a été vraiment un moment fantastique, travailler avec eux et avoir cette expérience-là. Traduire mes entrevues avec eux, des piles de documents. On a vraiment fait une recherche assidue pour s'assurer que les dates étaient réelles, que les chiffres étaient réels, que tous les morceaux étaient dans le bon ordre, etc. Ce qui est difficile avec la mémoire de base, right? Mm-hmm. Mais c'était vraiment un super projet. Je me suis énormément amusée et on se parle toujours, les cousins et moi. Alors, ça n'a pas ruiné notre relation. Excellent. Certaines gens m'ont dit que c'était pas une bonne idée de travailler avec mes cousins pour quelque chose comme ça, parce qu'il y a beaucoup de relations d'écriture qui ne se terminent pas bien du tout. Ah oui, OK. Ah, OK, bon. Il me semble que je voyais pas la difficulté, mais j'ai jamais fait l'exercice. Le choix D'abord, pour nos éditeurs, on va quand même résumer un peu l'histoire, là, donc je vais résumer je vais résumer en quelques phrases, parce que les gens pourront lire le livre qui est très intéressant. Donc, les frères Thériault, Vincent et François, ont une compagnie à Québec qui s'appelle Sur Mesure. Donc, des vêtements, on le dit, faits sur mesure. Donc, avec des contractants, des collaborateurs en Chine. La pandémie frappe le 13 mars. Assez rapidement, François et Vincent décident qu'il faut fermer boutique. Puis, je pense qu'il y a un niveau d'anxiété énorme qui s'installe sur l'avenir de leur compagnie, qui, malgré un chiffre d'affaires assez intéressant, ne génère pas nécessairement des profits mirobolants. Et une semaine plus tard, effet de, je sais pas moi, de pensée magique, je pense que c'est Vincent, là, mais j'ai un doute, qui se réveille presque en pleine nuit, puis qui dit « Nous, on a le réseau pour importer des masques. » Puis Absolument. Quand tu parlais là, dans l'introduction du livre de résilience, mais c'était presque de l'arrogance, moi je trouvais trouver l'adresse email d'un type au ministère, envoyer un courriel, puis dire « Nous, on a le réseau pour vous importer des masques. » Et assez rapidement, ils ont mis sur place un réseau pas de production, là. Les masques étaient produits en Chine, je pense pas qu'ils étaient impliqués dans la production, mais tout au moins dans le rapatriement là, de centaines de milliers de masques, puis leur travail a été reconnu par le premier ministre. Puis, est-ce que je résume bien l'histoire, là? Donc, oui, absolument. En gros, c'est ça. Donc, toute une aventure. Tu parlais d'arrogance. Les entrepreneurs, une donnée un peu intéressante. Donc, une des caractéristiques importantes des entrepreneurs, c'est qu'ils ne croient pas qu'ils vont échouer. OK. 90% des petites entreprises ou quelque chose du genre ne survivent pas la marque du 3 ans, quelque chose du genre. Et les taux de faillite sont énormes. Alors, pour pouvoir avoir du succès comme entrepreneur, il faut avoir une certaine arrogance qu'on va réussir où les autres ne réussiront pas. Tout à fait. Et en tant que personne, ni François ni Vincent sont des gens arrogants. C'est des gens très terre-à-terre, très ouverts, très généreux. Ce sont ni l'un ni l'autre n'est perçu comme quelqu'un d'arrogant. OK. C'est vraiment, encore une fois, mon mot, le fearlessness.
right? Il y a un déni de la réalité jusqu'à un certain point et des chances de succès versus d'échec. Est-ce qu'ils croient ou qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce à quoi ils se mettent vraiment? Oui, absolument. Ils ont confiance en eux et à leur capacité de résoudre des problèmes, de taper leur réseau, d'évoluer, d'apprendre, absolument. Ça, c'est une caractéristique, ce sont des caractéristiques claires de mes cousins, mais en termes d'arrogance et de... Ben, je dis pas arrogance d'une façon péjorative, disons, là. C'est ça. C'est vraiment pas de la façon péjorative. C'est dans le sens, pas une arrogance ouverte, là, puis de se pavaner, mais plus au niveau intellectuel de dire on va le faire, puis... Yes, we can. Right, c'est vraiment... Mais ce qui veut dire que finalement, les frères Thériault, pour toi, ce sera un bon sujet d'étude sociologique à certains égards, ou... Oui, et c'est un peu pour moi, c'était un peu ça. C'est un des projets où j'ai pu aller le plus en profondeur dans des individus que je connaissais déjà. Mais le temps que j'ai passé avec eux, la profondeur de ma connaissance de leur expérience, du milieu dans lequel ils ont opéré et tout ça, c'est beaucoup au-delà de ce qu'une étude scientifique en général me permettrait de le faire, parce que ce qu'on aime en science, c'est vraiment des grands chiffres, un grand nombre d'observations, un grand nombre de participants, un grand nombre d'interventions, etc., etc. Mais on en apprend aussi énormément en regardant un seul individu. Il y a certaines œuvres sociologiques qui sont dans ce genre-là, mais le livre n'est pas sociologique. Il est écrit pour être inspirant, pour être drôle, pour raconter une autre perspective de la pandémie. Parce que on le voit dans le livre qu'évidemment, la pandémie, pour eux, ça n'a pas été toujours. Mais la pandémie, c'était pas seulement des gens qui sont restés chez eux à pleurer. Il y a des gens qui se sont mis l'épaule à la roue et qui ont réussi à transformer nos sociétés, à nous protéger contre le virus. Et c'était une des raisons pour laquelle je trouvais cette histoire si importante à raconter et archiver pour le futur. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Le choix du mode d'écriture, d'écrire au « je » pour les deux personnes, est-ce que c'est la première fois que je voyais ça? Est-ce que tu avais vu ça quelque part ou tu t'es dit « Ah, ça va bien passer comme ça ». Okay. J'avais jamais vu ça nulle part, j'avais jamais écrit comme ça non plus. C'était vraiment inspiré par leur interaction. Ni l'un ni l'autre n'est le frère dominant. Souvent, des fois, nous, on a deux garçons, il y a un frère qui est dominant. OK. Qui prend plus d'espace, qui prend les décisions, qui dit à l'autre quoi faire, etc., etc. François et Vincent n'ont pas cette relation. Alors, je ne me voyais pas avoir l'un des deux raconter l'histoire pour les deux. Okay. Ils sont deux hommes très différents qui ont tous les deux des forces distinctes, des personnalités distinctes, des motivations distinctes et qui travaillent extrêmement bien ensemble. OK. Alors, je voulais essayer de refléter un peu ça, essayer de parler selon leur voix. Ce qui était un peu différent,
processus que j'aurais idéalement fait, c'est qu'à ce point-ci, j'écris en anglais de façon très facile, mais pas plus en français. Ma rapidité d'écriture en français a presque disparu. Vous m'entendez hésiter, c'est la même chose à l'écrit, tandis qu'en anglais, maintenant, je suis un moulin à paroles. Okay. Mais, donc, ce qu'on a décidé de faire ensemble, c'est que j'écrirais en anglais et qu'ensuite, on ferait traduire l'œuvre vers le français par un traducteur que j'aurais choisi. OK. Donc, une personne vraiment excellente qui a fait le travail de traduction et qui a permis au livre d'avoir une version française très rapide, parce qu'on pensait aussi que le temps était de l'essence. Là, on devait sortir cette histoire le plus tôt possible pour essayer de donner un peu d'espoir aux gens qui souffraient toujours. Est-ce que le livre a été publié en anglais? Ou... Oui. OK. Oui. OK. Les 2 versions sont disponibles sur Amazon. OK. Il restait combien de temps aux frères Thériault de survie financière, disons, là? Je n'ai jamais lu de compte, mais okay. J'avais l'impression qu'il restait quelques semaines ou quelques jours, presque. C'était presque... les affaires de sur-mesure sont très cycliques, parce que la majorité des gens se font faire des habits sur mesure pour la saison du mariage. Okay. Alors, le gros moment pour le chiffre d'affaires de la compagnie, c'est entre mars et juillet ou août. Okay. Alors, on arrivait à mars, c'était le moment où ils devaient recommencer à renflouer les coffres. Mais ils avaient opéré sur leur marge de crédit. Pas nécessairement leur marge de crédit, mais le profit accumulé depuis au cours de l'été précédent, depuis le mois d'août. Alors, il dépendait sur ce cycle annuel. Et là, la pandémie est arrivée exactement au mauvais moment. Si la pandémie est arrivée au mois d'août, ça aurait été autre chose. Mais puisque la pandémie est arrivée au moment même où ils devaient réouvrir leurs portes et renflouer les coffres, c'était la fin. As-tu déjà eu avec eux la discussion à savoir s'il n'y a pas un sentiment de culpabilité, mais le regard qu'ils portent sur le fait qu'une telle tragédie a été pour eux un événement très positif en affaires, donc... moi, je ne porte pas de jugement là-dessus, là, je veux dire. Non, mais eux se sont jugés très fortement là-dessus, et c'était un des grands points de notre conversation initiale. Est-ce qu'on fait ce projet, oui ou non? Est-ce qu'on veut raconter notre histoire? Est-ce qu'on veut l'archiver? Parce qu'on sait que c'est un moment très difficile pour la majorité des gens. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Plusieurs de leurs employés ont perdu leur emploi à travers tout ça. Et ils ont vraiment hésité parce qu'ils savaient notre tendance culturelle à critiquer les gens qui ont eu du succès aux dépens des autres. Mais ultimement, nous, on pensait que c'était que la valeur qu'ils ont contribué à la société québécoise valait le succès qu'ils ont obtenu. C'était les conditions du marché à ce moment. Alors, c'est moi qui reflète ma version ultime des choses, mais ça leur a pesé très lourd sur les épaules et ça a presque tué le projet à plusieurs reprises parce qu'ils étaient incertains de la réception de l'histoire. Ils n'étaient pas certains qu'ils voulaient être connus comme les 2 gars qui sont devenus riches pendant la pandémie. En important des masques. Mais on retrouve le même phénomène en politique aussi. Là. Donc, au Québec, puis là, un peu aux États-Unis, c'était spectaculaire avec Trump quand même, là, qui voulait faire prendre des trucs pour nettoyer les toilettes. Là. Il pensait qu'on pourrait boire pas du Lestol, mais l'équivalent. Mais bref, au Québec, disons, le premier ministre Legault, là, c'était un peu l'équivalent d'une situation de guerre. Là. Puis pour les politiciens, en général, c'est très... Pas en général, je ne suis pas quand même un historien de l'histoire, mais souvent, c'est une belle opportunité pour les politiciens, des crises comme ça. Les cotes de popularité du premier ministre étaient extraordinaires là, en début de pandémie.
Puis nous, au niveau médical, moi, pendant la pandémie, j'ai été impliqué quand même pas mal dans la gestion de la crise, si tu veux, au niveau intra-hospitalier. Ouais. Puis ça fait drôle à dire, mais c'est un souvenir qui est quand même positif, l'excitation, mais il faut bien le comprendre que j'aurais mieux que ça n'arrive jamais. Mais une fois qu'on est là-dedans, au niveau intellectuel, c'était très stimulant. Là, donc moi, c'était pas du tout financier, là, au contraire, c'est l'aspect intellectuel. Puis une fois, à partir du moment où on est là-dedans, on contribue comme on peut, puis finalement, on en ressort certaines expériences positives, peut-être pour plus tard. Là, donc, Exactement. J'étais à Facebook dans ce moment-là, et mon travail, c'était d'essayer de comprendre l'impact de la pandémie sur nos travailleurs. Mm-hmm. Alors, c'était une opportunité de recherche vraiment importante pour moi, essayer de contribuer à la conversation, s'assurer que nos employés étaient bien traités, qu'ils avaient accès à ce dont ils avaient accès, mais aussi en gérant l'aspect business. Est-ce qu'ils sont capables de produire et de maintenir notre infrastructure à un moment où il y avait de plus en plus de gens en ligne qui avaient besoin de nos services pour communiquer avec leur famille, s'assurer que tout le monde était en santé, etc. Alors, c'est une crise qui arrive une fois pour 100 ans. On a vécu ça ensemble. Moi, comme je faisais de la recherche en santé avant, j'avais eu l'expérience d'une grosse saison de la grippe et à quel point c'était difficile aux soins intensifs de gérer un volume additionnel dans des hôpitaux plus pauvres. Alors, je me disais, wow, l'impact sur les travailleurs dans le milieu de santé, c'est énorme. Est-ce que j'étais contente de ne pas y être? Un peu, mais j'ai des collègues pour qui la pandémie a été une très belle opportunité de carrière aussi. Encore une fois, on retourne à notre débat initial. On peut avoir une pensée subtile plutôt que bipolaire, manichéenne ici. Ça a été terrible et ça a créé plusieurs opportunités pour améliorer nos supply chains, améliorer la façon dont on procède à certains niveaux. Au niveau, c'est net négatif, mais il y a certaines choses qui si je me croise les doigts, vont nous préparer pour la prochaine fois et on aura tous appris un peu. Peut-être que l'entité qui représente le plus ce conflit, c'est les compagnies pharmaceutiques qui vendaient les vaccins et qui refusaient de les donner ou de les vendre à bas prix. Donc, ça, c'était vraiment le top du top, mais eux doivent répondre à des actionnaires. Puis, Oui, et ça, c'est quelque chose de... Donc, quand j'étais plus jeune, j'étais au cégep, par exemple, j'étais très idéaliste et j'étais contre l'ASLEA et tout et tout. Mais je ne comprenais pas que les corporations doivent, de façon légale, contribuer doivent maximiser les revenus de leurs actionnaires. L'objectif d'une corporation, c'est d'enrichir les actionnaires de façon légale. On peut blâmer les corporations, mais ce qu'il faut blâmer, ce sont les gouvernements qui ne font pas de régulation pour limiter les profits. Les profits ou les redistribuer. C'est notre échec principal. L'échec principal, c'est pas celui des corporations, c'est celui des gouvernements qui ne font pas leur emploi. Mais écoute, on est loin d'y arriver parce que là, actuellement, je ne sais pas si tu suis le débat qui entoure CBC puis Radio-Canada, donc qui est menacé d'extinction au Canada. Tu pourras voir parce que le candidat donc conservateur au Québec menace de couper les fonds de CBC si jamais il est élu. Et la société Radio-Canada puis CBC, sur CBC, ça va très mal au niveau financier. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais
dans une période où c'est très difficile au niveau financier, cette société d'État continue à verser des bonus à ses dirigeants. Donc, puis j'entendais la présidente de CBC en fin de semaine qui se faisait questionner par l'animatrice du podcast The House, puis qui lui suggérait, écoutez, vous pourriez vous-même, vous au moins, comme présidente de CBC, vous pourriez renoncer à votre prime simplement pour le symbole. Puis elle était quand même très habile politicienne, elle revient la question, elle dit non, ça donnerait un très mauvais message si moi je renonce à ma prime. Alors on est loin de l'objectif dont tu parles. Oui, mais c'est bon. C'est bon. Alors, j'ai des opinions très fortes ici, mais c'est pas mon domaine d'expertise. Je crois vraiment qu'on doit réinvestir dans la redistribution des richesses. À suivre. À suivre, absolument. En conclusion sur cette histoire des frères Thériault, où Sur Mesure est encore en affaires, donc oui. J'imagine avec plus de ressources, ou ça a donné comme un... Plus de ressources. Ce de quoi je suis au courant, c'est qu'ils continuent à travailler pour obtenir leur B Corp Certification. Donc, ils essaient d'être à l'avant-garde des régulations environnementales pour réduire leur impact sur le monde et l'environnement. Donc, ça, c'est quelque chose que Catherine est... Ce sur quoi Catherine travaille de façon ardue. Pour ce qui est des cousins, ils considèrent certaines acquisitions, essayer de croître la compagnie à travers des acquisitions. Alors, on pourrait avoir une sur-mesure version 2 avec une plus grande empreinte, on verra bien. Moi, j'aime beaucoup leur business model. J'ai un veston qu'ils m'ont fait. Ils ne font pas des vêtements pour femmes, mais ils m'en font un de façon particulière parce que je suis de pays. Alors, j'encourage tout le monde à aller leur payer une visite. Ça vaut vraiment la peine. Est-ce qu'ils sont heureux de l'expérience du livre, finalement? En avez-vous parlé? Avez-vous comme débriefé ça un peu en bon québécois? Ou... Oui, absolument. Ils ont perdu leur mère tout juste après la publication du livre. Ils étaient très contentes que leur mère ait pu lire le livre avant qu'elle nous laisse. Alors, juste pour ça, pour eux, c'était vraiment, OK, qu'est-ce qu'on veut que nos enfants et nos petits-enfants apprennent de nous et de comment on a réussi à s'enrichir de façon plutôt spectaculaire et très rapide. Et fulgurante. Ils voulaient raconter l'histoire de tout ça. Ils sont très, très fiers du produit fini. Ah, fantastique. Oui, absolument. Donc, ça s'appelle Tailler sa place. Donc, c'est écrit par Élise Paradis. Écoute, je termine mes podcasts avec une petite section baguette magique. Donc, oui! Puis là, donc tu es aux États-Unis, mais tu es québécoise. Donc, je te laisse changer une chose dans le système de santé, mais tu peux choisir ton pays, c'est extraordinaire. Oh mon Dieu! Aux États-Unis, on élimine toutes les assurances. Okay. On transforme notre système en une assurance comme au Canada. Okay. Plus d'assurance pour profit. Ça, c'est un aspect ridicule du système de soins de santé américain qui fait qu'ils sont un des moins efficaces du monde développé. Le plus coûteux, en tout cas, je pense, ça c'est certain. Oui, absolument. Du monde développé, ça c'est quelque chose d'absurde qui doit absolument être éliminé. Au moment même où le réseau public tel qu'on le connaît, tout au moins au Québec, est beaucoup remis en question, puis où le modèle privé prend de la place. Donc. Les gens ne comprennent pas le coût du profit. On blâme les gouvernements pour être ineffectifs, mais quand on ne finance pas les services gouvernementaux, on ne peut pas avoir de bons services. Il faut investir dans nos systèmes pour qu'ils soient fonctionnels. Le problème, c'est les coûts, c'est la croissance des coûts. Là. Moi, je pense que le modèle public, c'est fantastique, mais il faudrait avoir une discussion mature dans notre société sur ce que l'on peut ou doit financer. Mais il n'y a aucune discussion dans le moment. Là, à partir du moment où c'est disponible, on l'offre. Non, tout azimut. Donc,
Je me souviens plus, encore une fois, ça fait trop longtemps que j'ai regardé les chiffres, mais en fin de vie, une personne, les 10 derniers jours de la vie la fin de vie d'une personne coûte plus cher que le reste de leurs soins de santé. Ben, c'est un peu normal. Mais je veux dire, Oui, je sais pas oui. comment les statistiques sont compilées, là, mais c'est certain que toi, là, si aujourd'hui tu as un accident de voiture, puis tu te fais frapper, puis malheureusement tu passes 10 jours aux soins intensifs, c'est certain que les 10 derniers jours de ta vie vont coûter cher. Là, donc, il faut faire attention, je pense, aux statistiques, de quelle façon elles sont présentées, d'après moi. Là, je pense que ce de quoi je parlais, c'était surtout des soins futurs. Tout à fait. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je ne connais 0 cliniciens qui ont vu une réanimation cardiaque sur quelqu'un de 80 ans ou plus qui veulent avoir cette procédure quand ils vont avoir 80 ans ou plus. Mais tu serais surprise de voir l'indécision des gens à qui on pose la question. Oui, mais c'est... Vous parlez du patient. Exactement. Mais c'est nous devons éduquer tout à fait les gens sur le coût d'une réanimation cardiaque sur quelqu'un de 80 ans et plus. Tout à fait. Et le coût, les enjeux, l'absence de qualité de vie, les séquelles. Absolument. Mais c'est tout nous, j'aimerais vraiment voir des œuvres de fiction qui nous montrent le coût de ces derniers mois au intensif. Moi, j'en ai vu plusieurs patients qui passaient des mois aux soins intensifs avec aucune chance de jamais s'améliorer, qui déclinaient de façon prévisible, quotidienne, nous devons voir, tout le monde devrait voir ça pour pouvoir prendre des décisions sur une base de données plus objective. Oui, absolument. Absolument. Mais pour moi, l'aspect duquel on ne parle pas assez souvent, c'est l'impact de la nourriture sur la qualité de vie. Et on a un problème de nutrition en Amérique du Nord, en Europe, en Inde. Et c'est vraiment une cause profonde de multimorbidité qu'on doit probablement réguler afin de limiter le disease burden in the population overall. Ce ne seront pas des décisions individuelles qui vont résoudre le problème de la qualité de vie des gens. Mais bon, ça, c'était le sujet de mon doctorat. Alors... on pourra en discuter longtemps. Oui, une autre fois. Une rencontre de rêve, disons. Vivante ou décédée. J'ai jamais été du genre groupie, mais la personne que j'aimerais rencontrer, c'est mon grand-père paternel. OK. Il est décédé environ 1 an avant que je sois née. Et j'aurais vraiment aimé rencontrer cet homme-là. C'était un homme, de ce qu'on me dit, vraiment très grande augure, qui avait une façon d'aimer les gens, peu importe leur origine et tout. Et j'ai toujours rêvé de rencontrer mon grand-père. Donc, ça serait mon grand-père paternel. C'est bien. Supportes-tu une cause ou une fondation particulière ou Non. Non. Est-ce que c'est vrai? En fait, non. Je donne des fonds à National Public Radio aux États-Unis. C'est important pour moi de soutenir les plus petits programmes d'information. On parlait de CBC. Pour moi, l'accès à l'information, à la nuance, au débat, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, quand je donne de l'argent, c'est souvent à des NPR, différents programmes. Je donne mon argent spécifiquement à certains programmes et certaines causes pour les jeunes
sexualité minoritaire. Il y a encore énormément de discrimination aux États-Unis en particulier. Beaucoup de jeunes sur la rue sont des gens LGBT, alors je soutiens cette cause-là aussi pour essayer de limiter les dommages. C'est bien, c'est une belle façon de conclure. Élise, merci. Ça fait très plaisir. Au plaisir peut-être d'une prochaine rencontre. D'accord, j'essaierai de polir mon français. C'était parfait. Merci. Au revoir. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.